Depuis 30 ans, Disneyland Paris émerveille tous les passionnés de Mickey, les petits comme les grands. Chaque année, le parc attire plus de 15 millions de visiteurs, ce qui en fait le site français le plus fréquenté devant le Louvre, la Tour Eiffel ou encore le Mont-Saint-Michel. « 22 km² dans la plus belle ville du monde, dans le pays le plus attractif au monde au niveau touristique. Ça vaut de l'or. » La magie de Disneyland, c'est de proposer à toutes les générations de revenir en enfance. Royaume des princesses et des personnages enchanteurs, Disneyland fait figure d'exception dans le monde des parcs à thème. C'est l'endroit le happiest in the world, l'endroit le plus heureux du monde. Disneyland est un endroit où l'impossible est devenu possible. La raison d'être de Disney, c'est informer, divertir et inspirer le monde entier. Pays de la démesure, Disneyland Paris, c'est 7 hôtels, 65 restaurants, 63 boutiques, 54 attractions, 17 000 employés et 14 heures de spectacles vivants par jour. Une industrie du rêve qui génère aujourd'hui un chiffre d'affaires d'1 milliard d'euros. Disneyland, c'est vraiment le temple du rêve et de la consommation. L'idée de génie, en fait, de ceux qui imaginent le parc, c'est de proposer des attractions différentes à toutes les générations. Le côté irréel, surréaliste que l'on vit quand on est dans un parc Disney fait qu'un parc Disney sera toujours extraordinaire, exceptionnel comme expérience, et c'est pour ça que Disney restera Disney. On dit souvent copier, mais jamais égaler. Mais s'il y a bien une chose qui est au cœur de toutes les attentions, celle que tous les visiteurs rêvent d'immortaliser avec leur smartphone, c'est bien entendu le château de la Belle au bois dormant. C'est le château de Disneyland qui incarne à lui seul le parc. Avec ce château, on est, je trouve, immergé tout de suite dans le conte de fées, dans l'univers Disney. C'est un symbole qu'on appelle un Winnie, c'est-à-dire quelque chose qui attire l'œil. Avec ses 45 mètres de haut, ses couleurs rose et bleu, le château de la princesse Aurore et du célèbre dragon est l'emblème du parc. C'est l'icône de Disneyland. On peut même juste en faire des ombres, on le reconnaît. Il représente les rêves et l'imagination qui deviennent possibles. Toutes ces choses qui sont associées à l'espoir, à l'optimisme et au réconfort. Aujourd'hui, à 30 ans, le château de la Belle au bois dormant illumine toujours autant le parc parisien. Je vois tous les jours à l'ouverture des gens qui contournent le kiosque, qui arrivent, qui voient le château et ils font oh, c'est un moment magique. Nous allons vous révéler les secrets de construction de cet édifice que l'on retrouve nulle part ailleurs. Il y a un vitrail qui est tout en haut du château, qui est au sommet, c'est la plus haute tour du château. Cette tour, elle est allumée tout le temps pour symboliser la présence du roi. Ce château, unique en France et dans le monde, fascine toutes les générations, les fans de Disney comme les amateurs d'art les plus pointus. Le château de la Belle au bois dormant est en quelque sorte une synthèse de tout le patrimoine architectural français. Quel homme alors a eu l'idée de bâtir un édifice aussi féerique? De quel célèbre monument les créateurs du château se sont-ils inspirés? Les tourelles graciles qui viennent orner la façade seraient inspirées d'Azel Rideau. De la même façon, les colonnes arbres à l'intérieur seraient inspirées de l'église Saint-Séverin à Paris. Et pourquoi a-t-il régulièrement attiré les meilleurs ouvriers de la planète et emprunté les techniques les plus poussées? C'est effectivement un objet féerique, un objet de rêve comme ça, mais qui a mobilisé énormément de matière, d'énergie, de personnes pour le fabriquer, pour le construire, pour l'animer, et aujourd'hui pour l'entretenir.
Depuis 30 ans, le château de la Belle au Bois dormant a été célébré sous toutes ses formes. En 1993, quand ils ont fêté le premier anniversaire de Disneyland Paris, c'était le château gâteau. Ça n'a duré que quelques temps, le temps de célébrer l'anniversaire, mais c'est quelque chose qui a beaucoup marqué. Découvrez alors les incroyables secrets du château de Disneyland Paris. Pour les 30 ans du parc, les visiteurs de Disneyland Paris ont reçu un magnifique cadeau. La réouverture du château de la Belle au Bois dormant après 11 mois de travaux. Je crois que ça a vraiment été une très très bonne surprise. Sincèrement, c'est vraiment le château le plus parfait qu'on puisse imaginer pour un parc Disney. C'est une très très grande réussite. Une prouesse réalisée grâce à la collaboration de toutes les équipes du parc pendant près d'1 an. Il y avait 2 années de préparation. Nos équipes de construction ont fait un travail formidable, un travail très complexe pour organiser et réaliser ces travaux. Il y avait des grues, il y avait du personnel avec des tentes, il y avait des outils machines, il y avait plein de choses qui étaient placées à l'intérieur du parc. Une rénovation inédite pour ce colosse de 45 mètres de haut depuis l'ouverture du parc en 1992. La rénovation qui a duré quasiment toute l'année 2021 est la plus importante que Disney ait entreprise depuis la construction du parc. Il fallait que tout ce qu'on faisait était aussi beau, sinon plus, de ce qui était déjà sur place. Ce ravalement intégral, qui a nécessité pas moins de 50 000 heures de travail, est celui de tous les records. Près de 20 000 ardoises créées sur mesure. 200 tonnes d'échafaudage. Plus de 40 000 feuilles d'or, toutes posées à la main. Une quinzaine de bâches pour permettre l'illusion d'optique du château. Et des milliers d'ouvriers issus de tous les corps de métier. Du jamais vu dans l'histoire de Disney. C'était un chantier énorme. Le château a été entièrement peint à la main. Il y a les couleurs de base, des patines, c'est un travail énorme. On a refait des peintures à l'intérieur, dans les couloirs, dans les murs, dans les plafonds. C'est des patines, c'est des dégradés des couleurs. Il y avait plus de 1000 litres de peinture qui ont été appliqués par des artistes. On peut dire que le château a bénéficié à peu près des mêmes soins que n'importe quel monument historique, si ce n'est plus. Donc ce qui s'est passé, et c'est la première fois que c'est arrivé dans l'histoire de Disneyland Paris, ils ont fait appel à une société qui travaille pour les monuments historiques, ça prouve bien que le château a acquis un certain statut, pour faire la transformation profonde, changer les structures, changer les toitures, faire en sorte que toute cette nouvelle infrastructure soit solide et puisse résister déjà pour le temps, mais aussi aux futurs spectacles qui vont s'enchaîner, parce que le château en a bien besoin. 9 entreprises françaises ont alors été mobilisées pour mener à bien cette restauration. Et parmi elles, certaines se sont même illustrées lors de la rénovation d'édifices comme la cathédrale Notre-Dame de Paris ou encore le Panthéon. On avait vraiment des gens qui travaillent que avec des monuments historiques, donc vraiment des artisans. Il y a parmi des meilleurs ouvriers de France, enfin vraiment de très grande qualité. Si la restauration du château de la Belle au Bois dormant a été un véritable défi, notamment au niveau de ses tours, rien n'est trop beau pour lui. Choyé comme un monument historique depuis 30 ans, il fait la fierté de tous ceux qui lui ont permis de retrouver ses lettres de noblesse. On est très fiers de notre château. On trouve qu'il est très beau, le plus beau des châteaux. Je découvre tout le temps des détails que je n'avais pas vus auparavant parce qu'il y a un niveau de détail extraordinaire. Et je pense que nos visiteurs, ils ressentent ça aussi. Bien plus qu'un édifice sorti d'un conte de fées, le château est l'épicentre du parc, et de tous les parcs Disney en général. Il y occupe une place de premier plan.
Le château, dans un parc Disney, c'est le point stratégique numéro 1. On dit que dans tous ces lieux, dans tous ces espaces qui attirent du public, il faut toujours un centre. Le château joue ce rôle de centre. Quand on crée une ville, qu'est-ce qu'on met au milieu de la ville? On met aujourd'hui une mairie. À l'époque, on mettait un château. Il joue un rôle assez important en matière de régulation des flux et aussi en matière de navigation, puisque c'est une icône visuelle qui est visible de toutes parts dans le parc, si bien qu'on n'est jamais perdu, on sait toujours se repérer vis-à-vis du château. Si le château se dresse fièrement au centre du parc, c'est parce qu'il est aussi le point de convergence des 5 landes, ces univers imaginaires que comprend le parc. Lorsque Walt Disney et ses équipes ont commencé à élaborer les premiers plans de Disneyland en Californie, le fait de mettre le château à l'avant n'était pas une évidence. Mais ils ont très vite compris que mettre le château au milieu du parc était aussi un excellent moyen pour que les gens approchent, arrivent à Central Plaza, donc la place centrale, et qu'ensuite, une fois leur photo prise, soit traversent le château pour entrer dans Fantasyland, soit tournent à gauche, tournent à droite pour aller dans les autres landes. C'était un moyen pour eux de faire un stop, puis ensuite de tourner dans toutes les directions. Et là s'offrent toutes les possibilités autour de Central Plaza, donc la place centrale, qu'on appelle un hub, au même titre que des gares de connexion, ce sont des hubs de connexion. C'est le même procédé. Et c'est inspiré de la place de l'Étoile à Paris, en fait. Quand ils ont conçu le premier Disneyland en Californie, ils sont inspirés de Paris. À la manière d'un rond-point, le château permet au public de prendre connaissance de toutes les options qui s'offrent à lui. D'un seul coup d'œil, et à partir d'un seul et même lieu, le public peut prendre connaissance des diverses contrées et des directions à emprunter. Au gré de leurs envies, les visiteurs peuvent alors se promener et se divertir dans les 5 zones thématiques réparties sur l'ensemble du parc. Main Street USA, Fantasyland, Adventureland, Discoveryland et Frontierland. Le fait de diviser le parc en différents lands, c'était à l'origine pour les fondateurs du parc l'idée de proposer à toute la famille des territoires qui correspondent à des paysages, à des territoires différents de l'imagination Disney. On a Main Street quand on rentre, donc cette rue principale qui est très inspirée années 1900, qui est un fantasme de la vie de Marceline de Disney quand il était enfant. Et une fois qu'on arrive sur Central Plaza, on a le choix entre 4 possibilités, c'est-à-dire revivre l'histoire américaine avec le Far West, dont les pionniers américains, la course après les pépites d'or. Autrement dit, Frontierland, où les visiteurs peuvent profiter d'attractions emblématiques comme le train de la mine ou encore le manoir hanté. Après Frontierland, on a ce qu'on appelle Adventureland, donc on est toujours plus ou moins dans l'exploration. La mer avec les Caraïbes et les fameux pirates, tout en ayant une dimension un peu fantasy, parce qu'on a un rappel avec Peter Pan. Ça fait parfaitement le lien avec Fantasyland à côté, dont la première attraction quand on rentre, c'est Peter Pan justement, où là on a la retranscription sous forme d'attraction des grands classiques Disney, donc Blanche-Neige et les 7 nains, Pinocchio. À Disneyland Paris, on retrouve quelques attractions classiques des parcs Disney des États-Unis. Et ce qui est très intéressant, ce sont des attractions qui, pour la plupart, existent depuis les années 60. Avec la fameuse musique entêtante que tout le monde connaît, évidemment. Et un dernier qui est thématisé sur le futur et les technologies de demain, qui s'appelle Tomorrowland. Mais ça, c'est uniquement aux États-Unis, puisque nous, en France, nous avons une variante un peu particulière qui s'appelle Discoveryland. Et là, vraiment le coup de génie des Imagineers, c'est de faire Discoveryland, c'est-à-dire comment dans le passé on a imaginé notre futur. Finalement, c'est l'avenir vu par les visionnaires. Et donc c'était H.G. Wells, c'était Jules Verne. Et les visiteurs peuvent d'ailleurs découvrir le fameux sous-marin du capitaine Nemo, imaginé par l'auteur de 20 000 lieues sous les mers,
à travers l'attraction Les Mystères du Nautilus. Mais l'attraction phare de Discoveryland, c'est bien sûr Space Mountain. Quand on tombe sur la version de Space Mountain française, avec ce canon, avec ces engrenages, avec cette vapeur un petit peu partout, comme si l'attraction était sortie de terre, puisque dans le livre de Jules Verne, le canon, normalement, il est dans un volcan. Là, le canon repose finalement sur une montagne qui a été recouverte et possède tout un décorum complètement intemporel. Et ils ont réussi leur pari, finalement, à du coup rendre hommage à la culture française. Depuis l'ouverture du parc en 1992, plus de 375 millions de visiteurs sont venus admirer le parc, le château de la Belle au Bois dormant et acheter un souvenir de Noël dans l'une de ses 2 boutiques. Et aujourd'hui, ils sont toujours aussi nombreux à vouloir se prendre en photo devant lui. Car s'il y a un cliché à ne surtout pas manquer, c'est bien celui-ci. Vu que c'est l'icône et qu'elle doit être prise en photo par n'importe qui à n'importe quel moment de la journée, ce serait quand même dommage que le soleil vienne faire un contre-jour. Donc le château est exposé au sud pour éviter justement d'avoir cette lumière du soleil qui va empêcher les gens de profiter. Un château avec une part d'ombre, visuellement, ça ternit un petit peu le tableau. Et justement, l'intérêt, c'était que peu importe le moment dans la journée, il fallait que le château soit vraiment visible de part en part et qu'on ait cet effet waouh. C'est-à-dire que quand vous serez avec vos amis en train de faire des selfies ou en train de prendre en photo votre chéri devant le château, que ce soit le matin à l'ouverture ou le soir à la fermeture, il n'y aura jamais la lumière du soleil pour venir faire un contre-jour. Et ça, c'est très important et ça permet de profiter du château du matin jusqu'au soir. Et malgré la météo pas toujours clémente, les photos seront toujours très lumineuses, grâce notamment aux couleurs vives du château. Et tout particulièrement à sa couleur rose qui recouvre sa façade et ses tours. Le choix de ce rose en a surpris plus d'un. L'idée des décorateurs de Disneyland, c'était de trancher avec le ciel parfois un peu maussade de Marne-la-Vallée. Les 2 précédents parcs, il faut se rappeler, Californie et Floride, il fait quasiment beau toute l'année. Là, il fallait une couleur un peu plus peps. Le château est rose, les toits sont bleus, enfin d'ardoise bleue. Le Disneyland Hotel est rose, et ça aussi c'était un pari assez osé. Donc tout ça forme une harmonie de couleurs. Donc l'idée, c'est vraiment d'adoucir avec ces couleurs qui sont justement pas agressives, qui sont tout en douceur, pour que les spectateurs les guests se sentent bien. Mais ce que vous ignorez, c'est que le château comprend en réalité plusieurs teintes de rose. 14 au total. Et là encore, ce n'est pas le fruit du hasard. La partie basse a des teintes beaucoup plus fortes, prononcées, et plus on monte en hauteur jusqu'à la dernière tour, le rose devient de plus en plus léger, de plus en plus clair, pour encore une fois donner ce côté élancé et qui monte dans le ciel. Essayons avec ces dégradés des couleurs de donner un procédé de perspective, comment si les châteaux, il est beaucoup plus grand. Quand on le voit de très très loin, il paraît énorme. On a l'impression que c'est une énorme architecture. Bon, de fait, il monte à une 40aine de mètres de haut, donc c'est pas rien. Et puis, en fait, quand on s'en rapproche, on voit que c'est pas un vrai château. Un vrai château serait beaucoup plus gros, beaucoup plus haut. Donc ce jeu d'agrandissement, de rétrécissement des objets pour jouer d'une décélération de la perspective, c'est des choses que connaissent les décorateurs de théâtre parfaitement. Les ingénieurs du parc ont alors eu recours à de nombreuses techniques architecturales les plus poussées, pour créer toujours plus l'illusion. C'est le cas également pour l'un des vitraux du château. Quand nous sommes au niveau rez-de-chaussée et que nous traversons le château, si nous entrons par le pont principal mais que nous nous retournons, nous avons effectivement un beau vitrail qui représente d'un coup une rose et de l'autre 2 colombes, et elles alternent l'apparence. Et en fonction de la lumière, avec un procédé qui s'appelle le polage, qui est un procédé très spécial qui a été utilisé sur ce vitrail, on découvre ces 2 symboles. La rose, c'est le don de la beauté, et la colombe, c'est le don du chant. Et ce sont 2 des dons qui ont été donnés à Aurore quand elle était bébé.
et qui sont évoqués effectivement par ce vitrail très spécial. Vitraux, couleurs originales, dorures. La Belle au Bois dormant vit depuis 30 ans dans un édifice à l'architecture mûrement réfléchie. Le château de la Belle au Bois dormant, c'est un petit bijou. Je dirais même c'est de l'orfèvrerie. C'est du bel ouvrage et une fois de plus, ça se sent. On sent que ce château-là, on se dit qu'on peut presque y habiter. C'est pas un décor de cinéma. Il y a vraiment eu cette volonté de faire authentique. C'est quelque chose de savoir. Le château de la Belle au Bois dormant n'est pas à la portée de n'importe quel architecte. C'est une idée un peu exacerbée du château miniature. Ce château unique au monde diffère cependant de celui du célèbre dessin animé. Seuls les arbustes présents dans La Belle au Bois dormant de 1959 ont été conservés. Ce sont des cubes qui font entre 3 et 5 mètres. Et quand ils grandissent trop, ils sont retirés et des plus petits sont mis en place pour garder justement ce côté cubique qu'on retrouvait dans le dessin animé de 1959. Né plus de 60 ans après le dessin animé, ce qu'attendent avec impatience les visiteurs en venant au parc, c'est la fameuse parade. Chaque jour, 7 chars, 3 calèches et 70 danseurs défilent devant le château de la Belle au Bois dormant. C'est vraiment le lieu phare où se produit cet événementiel qui est vraiment un incontournable du parc. Cette fameuse parade, alors là on est vraiment dans la culture américaine. La parade c'est quelque chose de proprement américain. C'est souvent vers 16h, 17h. Elle effectue ce qu'on appelle un show-stop, c'est-à-dire que les chars s'arrêtent, les personnages, les danseurs dansent sur la rue et font un maximum d'interactions avec les visiteurs qui attendent ce moment-là, qui dure quelques minutes en général. C'est là où tout d'un coup, tous les personnages fictifs des dessins animés sont là devant nous, en train de danser, de chanter. C'est Mickey, c'est Minnie, c'est Dumbo, c'est aussi toutes les princesses des dessins animés qui sont là en chair et en os. C'est le sentiment que l'univers de fantasme est en réalité vrai. Et qu'à Disneyland, il y a quelque chose de très particulier, très typique, qu'on n'a peut-être pas dans notre parc d'attractions. Véritable démonstration de la magie du parc, la parade ravit les visiteurs sur une bande-son ininterrompue. Mais d'autres parades ont fait les beaux jours du parc avant celles que nous connaissons aujourd'hui. Alors à une époque, on avait la Fantillusion, qui était une parade nocturne, avec pareil un show-stop qui était devant le château, où on avait des chars qui se déployaient, qui s'allumaient. Et encore avant ça, à l'inauguration, on avait ce qu'on appelait la Main Street Electrical Parade, qui est donc la toute première parade nocturne où on avait énormément d'ampoules, mais à l'époque, c'est des ampoules à filaments, donc c'était toute une problématique pour eux pour les entretenir, surtout en cas de temps pluvieux. Mais le château d'Aurore, c'est bien plus qu'un décor. C'est aussi l'endroit pour réaliser de nombreux spectacles. Car à la nuit tombée, depuis 2012, chaque soir, les visiteurs sont embarqués pour 20 minutes d'illumination et de magie. Et ce spectacle-là a été un véritable tournant dans l'histoire du château, puisque jusqu'à présent, le château était façade avec attraction, mais il devenait maintenant le soir écran géant de spectacles nocturnes. C'est-à-dire qu'il y a des projections en mapping dessus avec des projecteurs énormes qui sont utilisés depuis les toits de Main Street. On peut diffuser n'importe quel type d'image, des films où justement les tours du château sont recréés et ça nous permet de le déformer à foison, de le transformer. Avec le château comme écran de cinéma, ce spectacle son et lumière fait le bonheur de tous les visiteurs.
Le tout rythmé par de multiples feux d'artifice. Ça rend le tableau magnifique au final, parce qu'il est magnifié par tous ces éclairages en arrière-plan, que ce soit devant, les projections, les feux d'artifice, les fontaines. C'est un élément qu'on peut habiller dans n'importe quelle parure finalement. D'ailleurs, Disney, le chiffre est édifiant, est le deuxième acheteur d'explosifs dans le monde, d'explosifs de loisirs. Il s'agit évidemment de pyrotechnie. Mais au final, ces spectacles quotidiens ne disposent pas de grosses bombes qui font énormément de bruit, parce que déjà il y a la contrainte du voisinage, il y a des habitations qui sont pas très loin, qui sont à moins de 500 mètres du parc. Ce spectacle, inauguré pour les 25 ans de Disneyland Paris, est désormais un moment unique pour chaque visiteur qui découvre le parc. L'ensemble des effets, que ce soit sur le château, la projection, les fontaines et les feux d'artifice, font que on est submergé de sensations et d'émotions. Et les visiteurs ne sont pas au bout de leur surprise, puisqu'un spectacle complètement inédit et encore jamais vu dans les parcs Disney doit voir le jour pour les 30 ans des lieux. Un spectacle féerique porté par des centaines de drones lumineux qui permettront de créer des images dans le ciel parisien. Pour célébrer le 30e anniversaire à Disneyland Paris, nous sommes en train de préparer une nouvelle séquence de magie à la pointe de la technologie. Nous travaillons sur quelque chose de très spécial et qui n'a jamais été fait auparavant à Disneyland Paris. Ça sera une séquence d'émotion avec la musique, les images sous le château, les lumières, les fontaines, les lasers. Il y a plein de choses qui font que ça va être un moment magique. Depuis l'ouverture du parc en avril 1992, le château et sa façade ont été régulièrement modifiés au gré des dates anniversaires. Pour ces 1 an, par exemple, Disney l'a transformé en dessert géant. En 1993, quand ils ont fêté le premier anniversaire de Disneyland Paris, c'était le château gâteau. C'est-à-dire que l'ensemble de la façade était transformé en un immense gâteau, avec des beaux décors, avec des fraises, avec de la génoise, du chocolat. Enfin, c'était très gourmand. Ça n'a duré que quelques temps, le temps de célébrer l'anniversaire. Mais c'est quelque chose qui a beaucoup marqué. 4 ans plus tard, quand sort le dessin animé Le Bossu de Notre-Dame, l'édifice devient le Château Fou et prend des allures fantaisistes. Et pour ses 15 ans d'existence, c'est un décor de grande envergure que les équipes du parc ont proposé aux visiteurs. C'était un anniversaire important. Ils ont remplacé les flèches de 15 des tours pour y mettre à la place des personnages Disney qui tenaient chacun une chandelle et qui, le soir venu, s'allumaient pendant une cérémonie qui s'appelait la bougie illumination. C'était une animation relativement simple et sympathique, voilà, avec les personnages qui étaient sur les scènes devant le château. Et pour célébrer toujours plus le château d'Aurore et l'univers Disney, en 2009, un macaron représentant Mickey, Minnie, Dingo et leurs amis a été installé sur le vitrail de l'édifice pour les 80 ans de la célèbre souris. Peu importe la période de l'année, le château de la Belle au Bois dormant est au cœur de toutes les attentions. Quand vient la saison hivernale, pour le plus grand bonheur des visiteurs, il enfile alors une tenue d'apparat exceptionnelle. Noël, c'est la saison par excellence pour un parc Disney, c'est la magie, c'est la féerie de l'hiver, donc on peut essayer de faire des choses intéressantes. Et à Disneyland Paris, le château revêtait un habillage avec des toits lumineux, faits de LED blanche un peu cristalline, qui donnait l'impression que le château était glacé par le froid le temps de l'hiver. Et maintenant, grâce aux travaux de rénovation qui ont eu lieu il n'y a pas très longtemps, un certain nombre d'éléments de décor sont directement incrustés à l'intérieur même de la structure pour ne plus avoir à les modifier. Je pense par exemple aux flashs lumineux qui servent à créer l'effet comme à la Tour Eiffel d'avoir un château qui brille de 1000 feux. Maintenant, les flashs sont directement dans les tours. Malgré les années,
rien n'a entaché le succès de ce château pas comme les autres. Il a vu le jour à la fin des années 80, grâce au génie et à la volonté de ceux que l'on appelle les Imagineers. Ce sont les artisans des parcs Disney. Américains pour la plupart, ils ont un défi: en mettre plein les yeux aux touristes européens réputés souvent difficiles. Mais pour eux, dès le départ, la partie était loin d'être gagnée. En fait, ils ont une espèce de complexe d'infériorité. On sent qu'ils veulent impressionner les Français et les Européens. Il y a toujours cette idée-là qu'il faut faire mieux que ce qu'on a fait auparavant. La principale difficulté a été d'en trouver un qui ressemblerait à un château des contes Disney. Et donc pas un château que l'on pourrait retrouver dans les manuels scolaires. Alors on avait à un moment l'idée d'un château futuriste, on a quelques dessins qui sont assez hallucinants, mais pourquoi pas? En effet, les concepteurs du château ont dû réfléchir à la forme qu'ils allaient donner à l'édifice. Pour cela, ils se sont prêtés à différents croquis et après avoir envisagé plusieurs versions du château, ils ont finalement opté pour celle que tout le monde connaît aujourd'hui. La Disney Company a senti qu'il était important que le château se démarque des autres châteaux. Donc ils ont pris le parti d'imaginer un château qui serait totalement différent des autres et qui aurait ce côté féerique, magique, enchanteur. Le château de La Belle au Bois dormant de Disneyland Paris, c'est un château qui est unique au monde, déjà parce qu'il n'est pas une copie de ce qui a pu se faire aux États-Unis ou au Japon, c'est un modèle unique pour la France. Le défi des Imagineers, c'est de faire un château qui marque l'imaginaire dans le pays des châteaux. Pour tous les Américains, la France, c'est le pays des châteaux. Ils se sont dit que pour la France, il fallait marquer le coup avec quelque chose de différent, de plus féerique, pour qu'ils sortent du lot, parce qu'on en a tellement sur le territoire qu'il fallait bien proposer quelque chose d'unique. Ce château est une sorte de rêverie sur un imaginaire néo-médiéval, on pourrait dire, qui a inspiré Disney dans ses dessins animés. Et du coup, on a pris des idées des différents films et surtout de La Belle au Bois dormant, mais ça ne suffit pas, il fallait concrètement avoir d'autres idées. Un édifice féerique, mais pas seulement. En France, pays aux 45 000 châteaux, les architectes ont dû se surpasser pour faire honneur au patrimoine hexagonal. Ils ont travaillé à procéder à un espèce de collage fantastique d'éléments empruntés à divers monuments français. Certains châteaux comme Azay-le-Rideau, Ussy ou Chambord ont servi d'inspiration puisqu'il y a certains éléments qu'on retrouve. Les tourelles Gracile qui viennent orner la façade seraient inspirées d'Azay-le-Rideau. De la même façon, les colonnes arbres à l'intérieur seraient inspirées de l'église Saint-Sévenin à Paris. Château, église, forteresse, Disney ne recule devant rien pour faire de ce château le plus bel ambassadeur de la culture française. Le château de La Belle au Bois dormant est en quelque sorte une synthèse de tout le patrimoine architectural français. Lorsque l'on regarde les vitraux, eh bien, c'est l'inspiration de Chambord. La silhouette générale du château, par exemple, évoque la structure en spirale du Mont-Saint-Michel. Une des toitures représente des petits escargots, référence à notre bonne vieille gastronomie française et la Bourgogne. Il y a également une toiture qui est représentée avec des motifs en tuiles. Ça fait référence aux hospices de Beaune, qui là aussi est typiquement française. Il y a également des tapisseries qui ornent les murs et qui viennent d'Aubusson. Aussi un héritage vraiment français avec un savoir-faire typiquement français et qui ont été réalisés uniquement pour notre château de La Belle au Bois dormant. Et leur idée, une fois de plus, c'était pas de faire un château en carton-pâte, c'est un château où il y a de l'ardoise, où il y a des vrais vitraux, et ça se sent. Mais pour les Imagineers, le plus dur reste à faire. Construire le château de La Belle au Bois dormant qu'ils ont pensé durant près de 2 ans. Et évidemment, il va falloir concevoir ce château et le concevoir d'une manière conforme
homogène à l'univers Disney. Et c'est là que tout commence. C'est donc en août 1988 que sont donnés les premiers coups de pelle, en même temps que la création de Disneyland Paris. L'objectif est clair, faire du château de la Belle au Bois dormant l'emblème du futur parc. Le château, lui, a une histoire un peu particulière puisqu'il est l'icône de tout ce chantier et du parc. Donc, il doit très vite symboliser l'avancée de ce projet monumental. Donc, beaucoup de moyens vont être dévolus à la construction du château de façon à ce qu'il avance plus vite que le reste de tout le chantier. Un chantier titanesque qui s'étend sur 60 hectares en plein cœur du département de la Seine-et-Marne. Pour les milliers d'ouvriers réquisitionnés, c'est une première mondiale. Car réaliser un château de parc d'attractions de 45 mètres de haut va s'avérer particulièrement difficile. C'est une pièce assez complexe. C'est une pièce qui comporte une attraction, un chemin thématique que les visiteurs peuvent emprunter qui résume justement un peu l'histoire de la Belle au Bois dormant. Le château, il a une base évidemment en béton bien solide et bien ancré dans le sol parce que c'est quand même quelque chose qui prend de la hauteur. Ils sont passés par des artisans européens qui venaient d'Italie, de France, qui ont dû travailler ensemble, donc ça a dû être difficile, je pense, à orchestrer. Mais n'en déplaise à certaines rumeurs, ce château n'est pas un décor en carton-pâte. Au contraire. Ce qui fait la spécificité et la singularité de ce château de conte de fées, ce sont bien ses trésors architecturaux. Quand on voit le château, quand on arrive, c'est ce qu'on voit immédiatement. Eh bien, il y a des choses qu'on remarque. Les 16 tours du château. Elles sont réparties de manière à créer cet élancement naturel qui permet de créer cette montée jusqu'à la tour principale qui vraiment capte notre regard. Le château de la Belle au Bois dormant a 16 tours. Et 16 correspond à l'âge de notre princesse Aurore. 16, ce serait l'âge d'Aurore au moment où elle est justement piquée dans le dessin animé. On a représenté également la machine où Aurore va se piquer avec le doigt et qui d'ailleurs tourne en permanence. Si on s'approche des gardes en armure qui sont censés garder le château, ils sont tous endormis et on peut même les entendre ronfler si on approche un peu nos oreilles. Des tours qui, pour la plupart, rayonnent de 1000 feux. Et pour cause, les architectes n'ont pas hésité à les recouvrir de l'un des métaux les plus précieux au monde. Certaines tours sont recouvertes d'or, 23 carats, donc elles sont facilement reconnaissables puisqu'elles sont toutes dorées. Il y a en tout à peu près 41 200 feuilles d'or. Et alors, la feuille d'or, c'est une vraie feuille, c'est à peu près grand comme ça. Ces feuilles d'or sont de véritables patrimoines historiques puisque les Imagineers ont décidé de mettre ça en hommage aux riches heures du duc de Berry, qui est un livre d'enluminure absolument magnifique. Pour réaliser ce château, les ouvriers utilisent de vrais matériaux de construction. Et comme sur n'importe quel chantier, ils doivent faire face à toutes les difficultés. À commencer par une météo parisienne, souvent capricieuse. Il y a des semaines où il y a des avancées faramineuses, d'autres qui sont un peu plus lents. Le climat de Marne-la-Vallée n'a pas aidé. On s'embourbe, on tombe dans la terre en hiver. En été, dès que ça sèche, c'est à peu près potable, mais dès que l'automne revient, ça réembourbe. L'hiver, tout est gelé, c'est compliqué. Il a été difficile à réaliser parce que l'eau entrait à l'intérieur du château et ruisselait un peu partout. Et donc c'est ce genre de choses qui ont fait que ça a été un véritable challenge et que ça a été beaucoup plus long que prévu. Je pense que les visiteurs qui découvrent le château pour la première fois, ou même pour la deuxième fois ou la troisième fois, ne se doutent pas de tout le travail de création, de construction que le château a impliqué. Et je pense qu'ils ne réalisent pas qu'il y a eu des artisans du monde entier qui ont été impliqués dans la construction de ce château. Dans le château de la Belle au Bois dormant,
tout a été minutieusement pensé. Les architectes n'ont pas hésité à faire appel aux artisans les plus réputés à travers le monde. Les vitraux, par exemple, ont été réalisés par Paul Chapman, un expert de la discipline. Alors pour la petite histoire, Paul Chapman, c'était un vitrailliste qui était anglais et qui avait plus de 80 ans quand le chantier a débuté. Il était à la retraite et à l'époque, on est venu lui proposer « Est-ce que ça vous intéresserait de travailler sur un château ?» mais un château de Disney. Et il a accepté parce que tout au long de sa vie, il a travaillé sur des trucs très religieux, très solennels, très sérieux. Il a même travaillé avec la reine d'Angleterre et à la rénovation de Notre-Dame de Paris. Et il racontait que c'était pour lui le moyen de faire sourire pour une fois, de créer des vitraux qui vont raconter quelque chose de magique, d'enchanteur, qui ne sont pas autour de la religion. Le château d'Aurore recèle bien des trésors cachés. Le plus recherché par les visiteurs, c'est bien entendu l'effrayant dragon bien terré au sous-sol de l'édifice. Une créature monstrueuse de 24 mètres de long et qui pèse 2 tonnes. Ce qui en fait le plus grand robot animé, un animatronique, de tout le parc. J'adore le dragon. C'est une des choses que je préfère dans notre parc parce que c'est une très grande surprise. On ne s'attend pas du tout à trouver un dragon sur le château de la Belle au Bois dormant. S'il y a bien une chose qui fait toute la différence dans ce château à Paris, c'est bien ce dragon merveilleux. Beaucoup d'imagineers ont confirmé le fait que ce n'est pas le dragon maléfique. Il s'agit en fait d'un autre dragon élevé par Merlin l'Enchanteur. Merlin est un inventeur, un chercheur, quelqu'un qui voyage énormément. Et au cours de ses voyages, il aurait rapporté un œuf. Et cet œuf aurait éclos et aurait donné vie à un dragon. Et il a donc décidé de l'emprisonner au sous-sol, dans une cave où il ne risque pas de s'échapper et où Merlin peut toujours garder un œil sur lui. L'idée d'intégrer un dragon comme une attraction à part entière dans le château s'est alors très vite imposée pour les ingénieurs du parc. Je pense que nous voulions être sûrs que le château, même si nous ne l'avions pas envisagé officiellement comme une attraction, soit capable d'accueillir beaucoup de monde et qu'il soit en même temps un lieu de divertissement. L'idée, ça a donc été de créer cette animation dans le château de la Belle au Bois dormant, puisque il n'y a pas énormément de choses à y faire. Et donc, nous avons construit cette colline et j'ai suggéré que nous mettions tout naturellement un dragon au sous-sol. Et c'est ce que nous avons fait. Et c'est donc dans une caverne à peine éclairée que les visiteurs du parc peuvent découvrir le dragon qui dort paisiblement. La façon dont on l'a construit, c'était pour empêcher la lumière du jour d'aller tomber sur le dragon, qui puisse être vraiment dans sa tanière, dans l'éclairage un peu mystérieux que nous avons conçu pour lui. Lorsque vous entrez par le pont à l'extérieur, vous allez d'abord perdre le côté lumineux. Il n'y a pas d'éclairage ou très peu. Donc ça, c'est pour vous mettre dans l'ambiance, c'est l'introduction. Ensuite, vous allez devoir faire un petit virage en courbe sans pouvoir voir exactement ce qui vous attend. La seule chose qui vous donne un peu un côté teasing, c'est qu'il y a des stalactites et des stalagmites dans un coin qui révèlent une silhouette au loin. On ne sait pas encore trop ce que c'est. Et enfin, lorsqu'on finit de faire le petit virage, on a l'action principale, le climax, c'est ce fameux dragon qui nous attend, alors qui est normalement endormi, donc attention à ne pas le réveiller. Et donc, il y a un bruit, il se réveille, il lève la tête et il rugit, la fumée sort. Tout le monde se tient à carreau comme ça et attend qu'il se rendort pour pouvoir partir. Donc, c'est un petit bijou, c'est une découverte que je trouve absolument sublime.
Mais malgré sa taille imposante et sa tanière exceptionnelle, le dragon du château de la Belle au Bois dormant a été détrôné depuis quelques années par le parc de Tokyo, avec son immense attraction Voyage au centre de la Terre. Si le sous-sol du château renferme bien des mystères, 45 mètres plus haut, c'est un détail particulièrement subtil que les visiteurs peuvent apercevoir. Depuis 30 ans, il suscite de nombreuses interprétations. Il y a un vitrail qui est tout en haut du château, qui est au sommet, c'est la plus haute tour du château. Cette tour, elle est allumée tout le temps pour symboliser la présence du roi. Un peu comme à Buckingham quand on a le drapeau et qui signifie que la reine est bien présente. Alors, est-ce que c'est Walt Disney le roi? Est-ce que c'est le roi dans La Belle au Bois dormant? Libre interprétation, mais si le vitrail est tout constamment allumé, c'est que le roi est présent et que donc nous pouvons dormir sur nos deux oreilles. Et puis un détail significatif, c'est le blason. Et le blason, c'est le blason de Walt Disney. Un blason en hommage à la famille du célèbre créateur à la moustache, originaire du petit village d'Isigny-sur-Mer en Normandie. Les ancêtres de Walt Disney ont accompagné Guillaume le Conquérant au Xe siècle en Angleterre. Et quand les descendants, quand la famille d'Isigny a émigré en Angleterre d'abord, puis ensuite aux États-Unis, ils ont pris ce nom, la famille d'Isigny. Isigny est devenu Disney, mais Walt Disney restera attaché à ses origines françaises. Et ce blason, notamment les lions, les fameux lions normands, qui ont la particularité au parc d'être inversé, c'est la petite particularité du château. Et une petite anecdote aussi qui est très drôle, c'est que le village d'Isigny-sur-Mer propose un beurre d'excellente qualité qui est d'ailleurs proposé sur toutes les tables de restaurants de Disneyland Paris. Et pour lier à jamais le château au père de Mickey, les girouettes des tours sont également estampillées de la lettre D de Disney. Un souci d'excellence et de précision cher aux concepteurs du parc, qui ont alors 3 ans pour bâtir un château plus vrai que nature. Sans relâche, ils travaillent pour respecter les délais et livrer l'édifice à temps. Et puis petit à petit, les choses se mettent en place et on voit pousser le château. Ça, c'est très émouvant de voir ça et de le suivre d'une semaine à l'autre. On le voyait sortir de terre. Le chantier a utilisé toutes les techniques les plus avancées pour le mener à bien. On parle effectivement de ces énormes grues qui ont servi à construire les tours du château. Mais ce qui était vraiment incroyable, c'était l'arrivée de la tour, qu'on appelait la T1, la plus haute tour du château. Un événement que ne sont pas prêtes d'oublier les équipes du parc et qui vient clôturer en beauté des années de travaux. La tour était construite hors site et il a été emmené et grutté en place. C'est quand même très impressionnant. On voit la tour qui se lève, qui se lève, qui se lève. Et ça pèse je ne sais pas combien de tonnes, mais c'est pas rien. Et hop, ça vient en place et il y a le petit moment schlack et ça rentre. Et là, tout le monde a applaudi. On s'est dit, ça y est, on va le faire. On y est presque. Et maintenant, j'ai le plaisir de lever le rideau sur le château de la Belle au Bois dormant. Après 3 longues années d'intenses travaux, le château de la Belle au Bois dormant voit enfin le jour. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que l'édifice a été dévoilé 6 mois avant l'ouverture officielle du parc, en 1992, devant un parterre de journalistes venus du monde entier. Le château a été inauguré le 2 août 1991, mais n'a été présenté à la presse qu'en octobre 1991. Donc là, on a fait une grande cérémonie parce que c'était 6 mois avant l'ouverture officielle et donc on a fait une espèce de présentation du château de la Belle au Bois dormant. Le but était de vraiment montrer que le chantier avançait et qu'ils allaient être dans les temps.
Le château était presque terminé. On va dire que de l'extérieur, ça faisait très beau. Mais les médias ont pu déambuler dans un Main Street encore avec des échafaudages de part et d'autre, des ouvriers qui mettaient encore de l'enduit, qui construisaient les bâtiments. C'était quelque chose vraiment de très spécial, surtout avec presque rien autour encore à l'époque, avec seulement le château qui se dressait au milieu du parc comme un élément de féerie au milieu d'une ambiance extrêmement concrète de construction. 30 ans après leur construction, le château d'Aurore et le parc sont toujours là, toujours aussi étincelants. Et le château surplombe plus que jamais les 5 landes qui s'organisent autour de lui. Le château, c'est le point qu'on voit à peu près tout le temps et vers lequel on revient, hein, parce que l'expérience du parc se fait par des boucles successives. Et donc, si vous voulez vous retrouver, eh bien vous savez que vous avez les tourelles du château qui sont là finalement comme point de repère, comme GPS. Un château GPS au service des visiteurs, mais aussi de la firme Disney. En 2020, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 992 millions d'euros. Parmi ses sources de revenus, les nombreux restaurants et boutiques du parc. Disney, c'est une expérience intégrale. C'est-à-dire que, à la différence d'autres parcs où vous dites je dois vendre des entrées, Disney aujourd'hui, mais depuis l'origine, doit vendre beaucoup de choses et pas simplement des entrées. Walt Disney, lui, évidemment, a tout pensé pour que le visiteur déjà soit subjugué par son environnement et aussi envie de dépenser sur place. Et l'expérience intégrale, de quoi est-elle faite? Elle est faite donc de l'entrée, elle est faite des nuitées de l'hôtellerie, elle est faite de la restauration et elle est faite de quelque chose qui est fondamental dans le business model de Disney, c'est le merchandising et le licensing. C'est-à-dire tous les produits dérivés et évidemment ces produits dérivés sont essentiels, donc les boutiques dans les parcs sont absolument fondamentales. Voilà de quoi est fait le business model de Disney. Déguisements, friandises, cadeaux souvenirs. Là encore, la localisation de ces boutiques a été mûrement réfléchie. Elles sont positionnées de façon stratégique à la sortie des attractions. Ces boutiques, c'est exactement comme une place de marché. Eh bien, Disney a inventé une place de marché. C'est-à-dire qu'il a fait venir des concessionnaires, il a fait venir des gens qui vendent des produits de façon à enrichir l'offre de Disney. On estime que le public achète plutôt une grande majorité de ces objets souvenirs sur le chemin du retour, plutôt que le matin en se dirigeant vers l'intérieur du parc, puisqu'il s'agit, comment dirais-je, avec encore une fois l'achat de souvenirs, de perpétuer la mémoire, le souvenir d'une journée passée en famille. Si 2 boutiques prestigieuses se situent au pied du château, c'est en réalité tout un ensemble de magasins que l'on retrouve sur Main Street USA. Si vous regardez les boutiques de Main Street, il y a un côté un peu garçon, un côté un peu fille, et ça se répond toujours pour attirer la clientèle. L'idée de génie finalement de ce Main Street qui permet d'amener au château, c'est que autant le matin on le traverse parce qu'on est attiré par le château et on a envie d'explorer, autant le soir qu'on retraverse pour aller vers la sortie, toutes les boutiques sont là, on se dit bah tiens, ce serait quand même sympa de rapporter quelque chose de ma visite. Une expérience à part entière que vit chaque visiteur en venant à Disneyland et que l'on doit à un homme dont vous connaissez forcément le nom, Walt Disney. 40 ans plus tôt, le père des dessins animés imagine un lieu où petits et grands peuvent se divertir ensemble. I felt that there should be something built, some kind of an amusement enterprise built where that the parents and the children could have fun together. Ce visionnaire n'a alors qu'une idée en tête, réinventer les parcs d'attractions. Les parcs d'attractions de la génération de Walt Disney, c'est Coney Island. Coney Island, c'est le grand parc d'attractions de la fin du 19e siècle. Tous les petits New-Yorkais veulent aller à Coney Island. Mais Coney Island, ce sont des attractions, il n'y a pas d'univers proposé. Ça n'avait absolument rien à voir. Il n'y avait que des fêtes foraines et c'était des montagnes russes, 3 manèges et une femme à barbe. Enfin, ça n'avait rien à voir avec ce que Disney envisageait. Et donc, il va aller en Europe, il va aller au jardin de Tivoli à Copenhague, par exemple, pour essayer de s'inspirer de ce qui se fait
ailleurs. Ce que se dit Disney, c'est que les attractions doivent être au service de l'imaginaire et non pas l'inverse. Toutes ces attractions doivent servir finalement ce monde onirique que je propose. C'est l'imaginaire en un et l'attraction en deux. Et c'est ça qui fait la révolution du parc d'attractions Disney. Disney avait 50 coups d'avance. Et dès qu'il avait une idée, elle devenait possible. Il fallait y aller, il fallait se lancer, etc. To all who come to this happy place, welcome. Le 17 juillet 1955, quasiment un an après le début des travaux, le parc de Disneyland à Anaheim en Californie ouvre alors ses portes. Coût de ce projet, 17 millions de dollars. Et en plus, il avait réalisé des espèces de documentaires qui montraient l'évolution du chantier de Disneyland, donc une émission qui portait le nom de Disneyland sur la chaîne ABC à l'époque. Ça avait fait à l'époque ce qu'on appelle aujourd'hui un buzz incroyable, et ce qui explique pourquoi ça a eu du succès assez vite. Car même si le parc n'est pas tout à fait fini, c'est une véritable marée humaine qui vient découvrir le monde imaginaire de Walt Disney. Le parc, quand il ouvre, rencontre un succès finalement presque inespéré, en ce que un nombre très supérieur aux attentes de leurs concepteurs se presse aux portes de Disneyland. Il se murmure même que des visiteurs se seraient munis d'échelles pour pénétrer de façon tout à fait illégale dans le parc. Et très rapidement, Disney va avoir l'idée finalement d'agrandir ce parc. Il est au firmament finalement de sa notoriété au milieu des années 50. Il a vraiment la folie des grandeurs, mais son territoire, c'est pas un territoire réel, c'est le territoire des rêves. C'est de proposer à tous les enfants américains et bientôt du monde, un espace où le bonheur serait parfait. Résultat, après celui de Californie, 2 autres parcs voient le jour. En Floride en 1971 et à Tokyo, au Japon, en 1983. Et 9 ans plus tard, c'est en Europe que la célèbre marque aux grandes oreilles va s'implanter, sous la houlette de Michael Eisner, le président de la Walt Disney Company. Welcome to Walt Disney Company. For the best. Mais la bataille entre les différentes villes candidates s'annonce particulièrement rude. On l'a oublié, mais il y avait 200 candidats en Europe pour accueillir le parc Disney, parce qu'on savait qu'il y allait y avoir un seul parc. Donc c'est un peu comme les Jeux Olympiques, il y a eu des candidatures. On sait très bien qu'en finale est resté Alicante, Barcelone, Toulon et Marne-la-Vallée. Derrière Marne-la-Vallée, il y avait bien entendu Paris et la région d'Île-de-France. C'était donc un enjeu extrêmement important, c'était un enjeu économique considérable. Et c'est finalement Marne-la-Vallée, à l'est de Paris, qui remporte la compétition. À l'époque, le site n'est encore qu'un vaste champ de betteraves. Disney avait calculé que ce serait un bassin de 50 millions d'habitants qui vivaient à 2 heures de voiture et un bassin de 310 millions d'habitants à 2 heures de vol. Il était donc acquis pour eux que l'Europe représentait un marché plus large encore que les États-Unis. L'État français a vu qu'il y avait une opportunité absolument fascinante et parfaite pour développer l'Est de Marne-la-Vallée, qui était un peu moribond et il ne savait pas trop dans quoi il pouvait s'orienter. Donc Disney allait donner cette impulsion, mais ça c'est d'un point de vue politique. Le grand public et un peu plus particulièrement l'intelligentsia française a vu ça d'un très très mauvais œil. Malgré les critiques et les réticences d'une partie de l'opinion publique, Disneyland Paris, que l'on appelle à l'époque Euro Disneyland, se construit à vitesse grand V. Un chantier pharaonique qui va s'étaler sur 4 ans, de 1988 à 1992. Coût total des travaux, 22 milliards de francs, soit 5 milliards d'euros. Mais pour les représentants de la Walt Disney Company, pas question de prendre du retard. Ça représente un investissement considérable de la part de la Walt Disney Company. Et Michael Eisner a donné depuis longtemps la date d'ouverture, 12 avril 1992. Donc on sait très très longtemps à l'avance quand est-ce que doit être le jour d'ouverture. C'était incroyablement intense. On n'avait finalement pas énormément de temps pour tout faire.
Et le 12 avril 1992, comme prévu, la 4e destination Disney est inaugurée en grande pompe à Marne-la-Vallée. Et maintenant, je déclare Euro Disney officiellement ouvert. Une cérémonie prestigieuse est organisée pour l'occasion et suivie par 11 millions de téléspectateurs en France, ce qui en fait l'une des meilleures audiences de l'année. Une soirée exceptionnelle où se pressent de nombreuses stars internationales. On avait des personnalités absolument gigantesques comme George Lucas, Cher qui était présent pour faire une performance sur scène. Nous avons également Roy Edward Disney, qui est le neveu de Walt Disney, donc figure importante de la famille. Pour nous, francophones, on a peut-être souvenir le soir de l'inauguration, un certain Jean-Pierre Foucault et David Hallyday qui animaient cette soirée de gala. Te voilà, mais t'étais où? J'en peux plus. Il y a du monde, hein. Bah, c'est l'ouverture, ils sont 45 000. T'étais en train de faire une attraction, c'est ça? J'étais en train de faire une attraction. On va dire que c'était vraiment le grand lancement de ce qui devait être le plus grand parc et le plus beau parc. C'est le plus grand projet immobilier du XXe siècle, de la fin du XXe siècle, après la Défense. C'est vraiment un projet colossal. Eh bien, on se dit au revoir. Merci d'avoir été avec nous. Merci à tous les pays francophones qui nous ont suivis. Thank you very much, David Hallyday. Merci de m'avoir invité, Jean-Pierre. Le château de la Princesse Aurore fascine les petits comme les grands depuis 30 ans. Un emblème qui n'a pas pris une ride et qui a su tirer son épingle du jeu parmi ses homologues américains et asiatiques. Le château de la Belle au Bois dormant de Disneyland Paris est unique à plusieurs mesures. Déjà parce qu'il est revenu aux sources même des inspirations des parcs Disney américains, donc la France et le côté moyenâgeux médiéval avec ces châteaux qui existaient déjà. Et surtout, les Imagineers de l'époque savaient qu'il y avait déjà eu un château de la Belle au Bois dormant en Californie, qui était le modèle original. La grande différence avec les autres parcs, c'est que ce château, il est sorti de l'imagination. Ce n'est pas un château qui est la copie d'un autre château existant, notamment les deux parcs américains qui sont la copie conforme de châteaux qui existent. Notamment, c'est le château de Neuschwanstein pour le parc californien et ce sont les châteaux de la Loire pour le parc floridien. J'ai visité tous les parcs Disneyland du monde. Le château de Disneyland Paris, c'est le château le plus beau. Alors, il y en a qui sont plus gros, comme à Shanghai, il est plus imposant. À Tokyo aussi. Ils sont différents, mais je trouve que ce château-là, de Contes de Fées, va parfaitement bien avec un parc Disneyland. Si à Tokyo, il s'agit du château de Cendrillon, comme en Floride, celui de Hong Kong, en Chine, a lui subi récemment une véritable métamorphose au nom de la diversité de l'univers Disney. Le château d'Hong Kong est le seul château de parc Disney qui a été complètement revisité pour coller un peu plus avec aussi des thématiques propres à notre époque. Justement, là, c'est sur le côté multiculturel, la diversité en général. Les Imagineers ont décidé d'offrir un château qui soit la synthèse de 13 dessins animés, de 13 princesses de Disney, un hommage en fait à l'ensemble des princesses Disney. Donc finalement, chaque château a sa singularité. Symbole ultime de la magie et de la féerie, le château de la Belle au Bois dormant n'a pas fini de dévoiler tous ses secrets. Il est devenu l'icône de l'entreprise, peut-être même davantage que Mickey Mouse aujourd'hui. Donc il joue un rôle en matière d'image qui est absolument capital pour l'entreprise. Considéré par beaucoup comme le plus beau de tous les châteaux des parcs Disney à travers le monde, il incarne à jamais l'image d'un édifice à la fois fantaisiste et incroyablement intemporel. C'est fou parce que les historiens de l'architecture ont souvent un peu
mépriser cet objet du Disneyland comme étant un objet de culture populaire. Moi, je pense au contraire que c'est un objet extrêmement sophistiqué qu'il faut regarder avec beaucoup de sérieux. Il n'empêche qu'encore une fois, c'est une très grande réussite architecturale. 30 ans après, on se rend compte qu'il a été restauré, il est encore plus beau qu'avant. Pour les visiteurs, comme pour les employés du parc, ce château tient une place à part dans leur cœur. Un édifice synonyme de rêve permanent. C'est tellement une pièce culte. Déjà, rien qu'à l'ouverture, c'était un élément qui était sur tous les visuels, presse, qu'on retrouvait un petit peu partout. Donc, il était instantanément culte. C'est difficile d'imaginer que le château s'efface par rapport à une autre attraction. Quand je discute maintenant avec des jeunes, c'est très étonnant parce que ils ont des souvenirs d'enfance très émouvants autour du château quand ils ont vu la première fois le château. Ce n'est pas mon château, c'est le château de tous les gens qui viennent visiter Disneyland Paris. Et il est le résultat du travail de dizaines de personnes. Donc moi, je n'ai fait qu'apporter ma pierre à l'édifice. Chaque fois que je le vois, je suis émue. Il y a des moments où j'arrive et les nuages se séparent. Il y a un rayon de lumière qui lèche le château et la feuille d'or brille. Et, c'est très, très émouvant. Émotion, magie, féerie. À 30 ans, le château de la Belle au Bois dormant est sans aucun doute plus vivant que jamais. Le château va avoir 30 ans. Quand je pense à ça, moi, c'est une grande émotion. Et je réalise qu'il est toujours là comme symbole, toujours aussi beau. Et que l'ensemble du parc Disneyland Paris est toujours aussi beau. Il y aura toujours cette aura, cette lumière divine qui entoure un parc Disney, puisque quand on vient dans un parc Disney, il y a le nom, c'est Disney, et ça restera unique.